Bonjour, on va parler de capteurs. Ce qui est intéressant autour d'un système microcontrôleur, c'est tous les capteurs que l'on peut mettre autour et qui vont animer l'application. Alors le choix est assez considérable et on va passer en revue un certain nombre de capteurs dans une optique non industrielle qui est à la portée de débutants. Donc on ne va pas faire beaucoup de programmation aujourd'hui, mais on va découvrir des tas de composants intéressants. Le premier que vous connaissez bien, c'est le poussoir, le contact read, on l'a déjà mentionné, les micro-switches qu'on utilise comme fin de course, qui peuvent être simples, et c'est nettement préférable d'utiliser des fins de course, des contacteurs, qui ont une petite mécanique à l'intérieur qui font que le contact bascule brusquement quand le levier se déplace. Ceci réduit les rebonds de contact et permet d'avoir des basculements francs. Ici, si ça appuie à moitié, vous avez deviné que cela peut faire des rebonds de contact de durée excessive. Vous trouvez des capteurs d'inclinaison qui sont de bêtes billes à l'intérieur d'une capsule. Et évidemment, ça, c'est des capteurs en tout ou rien qu'on a appris à utiliser, qui génèrent des rebonds de contact. Vous avez d'autres capteurs qui ne travaillent pas avec un contact mécanique, mais par proximité. Vous avez les capteurs de Hall, on va y revenir. Vous avez des capteurs inductifs, comme ils sont abondamment utilisés dans l'industrie. Vous avez des jolis petits cylindres avec une bobine et ça détecte des variations de flux ou la présence d'une partie métallique. Vous avez aussi des capteurs optiques de proximité, comme celui-ci, et on va revenir aussi sur ces photodiodes. Et vous connaissez bien, à travers vos tablettes, le potentiel énorme des touch sensors, des contacts que l'on a sur une surface. Et là, la complexité est beaucoup trop grande, mais on peut acheter des tablettes avec une interface qui vous donne directement les coordonnées de l'endroit qui a été pressé. Alors, si je reviens sur les capteurs à effet Hall, donc là, la présence d'un champ magnétique va induire du courant et avec un amplificateur, vous pouvez trouver des circuits Hall, ça ressemble à des boîtiers de transistors, qui ont une sortie analogique. On utilise le terme de ratiométrique, c'est-à-dire que la valeur de sortie est liée à la tension d'alimentation. Donc si vous avez 5 volts sur la tension d'alimentation, eh bien, à 2,5 volts, vous aurez une valeur qui est numériquement la moitié. Et si vous avez 3 volts sur la tension d'alimentation, à 1,5 volts, vous aurez la même valeur. Donc, c'est proportionnel à la tension extérieure, ce qui évidemment n'est pas tellement utilisable pour mesurer une pile, par exemple, à 1,5 volts. Si la tension d'alimentation du capteur varie, eh bien, vous aurez des valeurs différentes. Alors on utilise beaucoup ces capteurs de Hall en tout ou rien comme capteurs de proximité avec un effet tout ou rien, et ce qui est un petit peu troublant et peut conduire à des achats qui ne correspondent pas à l'intention, c'est que vous avez 4 types de circuits qui ont une fonctionnalité un petit peu différente. Alors voilà typiquement un champ magnétique positif, négatif qui change. Si vous avez une valeur analogique, vous avez en général un niveau bas qui vous est donné, qui vous permet d'obtenir des valeurs à la fois pour des champs négatifs et positifs, mais là aussi il y a un certain choix de circuit. Le modèle le plus courant que vous avez tout avantage à acheter, c'est le modèle unipolaire. Si le champ magnétique est supérieur à une certaine valeur, la sortie est active. Et il faut tourner l'aimant du bon côté
pour que la sortie soit active. C'est en général du collecteur ouvert, donc le signal sera plutôt inversé par rapport à ce que je viens de représenter. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer des fonctionnalités et pas des caractéristiques des circuits. Le circuit bipolaire est beaucoup plus sensible et il va rebasculer dans l'autre sens seulement s'il y a changement de polarité. Alors il est beaucoup plus fiable à cause de ça si vous avez par exemple un objet tournant, en alternant les pôles plus et moins, le basculement va être extrêmement précis et fiable puisque c'est un changement d'aimant, de type d'aimant qui va conduire, et ce n'est pas un changement de niveau comme ici, où tout à coup le capteur de Hall pourrait être plus loin et le réglage devenir un petit peu critique. Vous avez encore des circuits omnipolaires qui vont vous donner des impulsions en sortie. Si le champ magnétique est positif ou négatif. Et vous avez encore un modèle latch qui ressemble beaucoup au modèle unipolaire, mais qui en fait va atteindre que le niveau soit vraiment passé à une valeur très faible pour perdre l'information. Bon, voilà, donc dans la pratique, on utilise soit le modèle analogique, soit le modèle unipolaire. Du côté des photorésistances, eh bien, vous les connaissez, c'est des circuits très faciles à mettre en œuvre. Les phototransistors ont simplement des résistances un petit peu plus élevées. Les photodiodes PIN sont très rapides et un peu plus délicates à mettre en œuvre, surtout en télécommunication qu'on les utilise. Dès que vous avez un objet sensible à la lumière, ben c'est intéressant de savoir quelle est la sensibilité de ces circuits aux différentes longueurs d'onde, la réponse spectrale. Et traditionnellement, tous ces circuits sont plutôt sensibles à l'infrarouge, ce qui peut, avec des revêtements spéciaux, se filtrer, mais ça augmente considérablement le prix des éléments. Alors, ce qu'il faut bien réaliser avec ces capteurs de lumière, c'est que en plein soleil, vous avez 1000 watts par mètre carré, 10 puissance 5 candela par mètre carré. L'éclairage artificiel, c'est 1000 fois moins. Le clair de lune, c'est encore 1000 fois moins. Notre œil est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui couvre plus que 10 puissance 6 ici, il couvre 10 puissance 8 avec l'aide de quelques petits trucs comme cligner des yeux. Ce qui veut dire que notre œil ne nous aide pas du tout à comprendre ce que voit un capteur. Une LDR, par exemple, elle est utilisable dans un domaine de 10 puissance 2. Et 10 puissance 2, c'est un appartement plus ou moins éclairé, c'est la différence de lumière entre vers la fenêtre et au fond de la chambre. Donc évidemment, les réglages avec des LDR sera toujours extrêmement pointu et les robots ne fonctionneront bien que dans le même environnement lumineux. Vous allez dans une exposition, c'est la catastrophe. Comment est-ce qu'on lit une LDR? Ben évidemment avec le schéma traditionnel de diviseur de tension, et vous prenez l'instruction analog read. Et ce que je viens de dire maintenant, un éclairage normal, vous avez 2,5 volts, vous avez choisi votre résistance pour que justement vous soyez au milieu de la gamme. Analog read va vous donner la valeur 512 puisque c'est une valeur entre 0 et 1024. Vous êtes 10 fois plus lumineux, calculez le diviseur de tension, vous avez 4,54 volts dans les 931, 10 fois moins lumineux, la valeur sera 93. Évidemment, ce qui est grave, c'est que quand vous avez un éclairage normal et que vous le modifiez de
10% par exemple, vous avez une très grande variation ici, tandis que quand vous êtes 10 fois moins lumineux, la variation deviendra beaucoup plus faible. Ce sera quelques unités, alors que là, c'est quelques dizaines. Donc il faut savoir et en tenir compte dans son algorithme. Il y a une autre façon de mesurer cette résistance interne d'une LDR ou d'un phototransistor. Et ce type de phototransistor couplé à une photodiode infrarouge est beaucoup utilisé en robotique pour mesurer des distances. Son schéma est ici, une diode avec une résistance. On peut avoir avantage à piloter cette diode par le processeur pour réduire l'énergie dissipée. Le phototransistor n'est pas connecté à une résistance, il est connecté à un condensateur. Et le truc maintenant, qui est facile à programmer, c'est de charger le condensateur en mettant le processeur en sortie et imposer l'état 1. Et puis ensuite, on change du côté du processeur, on le commute en entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur va se décharger à travers la résistance qui dépend de la lumière. Donc le temps de décharge va dépendre de la lumière. Et l'intérêt ici, c'est que on mesure des quantités lumineuses selon une gamme beaucoup plus longue, parce que vous avez qu'à atteindre plus longtemps si ça se décharge plus lentement. Donc on peut avoir des durées de décharge importantes et ça sera ajusté maintenant le condensateur en fonction de la quantité de lumière. Alors la procédure qui permet de lire le signal, j'ai pris les notations avec un AVR. Je me suis connecté sur la pin 0 du port B. DTRB, je dois forcer cette pin à 1, je suis en sortie. Je dois écrire un 1 sur cette pin. Je dois attendre un petit peu pour être sûr que le condensateur a eu le temps de se charger. Le processeur va fournir le courant pour avoir la charge complète. C'est peut-être des microsecondes. On a du temps, donc on va tout de suite mettre 1 ou 2 millisecondes et vérifier à l'oscilloscope que ce temps est suffisant. Alors maintenant, je change la direction pour me mettre en entrée et tant que le signal est supérieur à 1, je compte à toute vitesse. Donc je me trouve dans cette boucle où je compte, je vérifie si le signal est toujours à 1, et dès que le signal passe à 0, je vais quitter cette boucle while et rendre au programme principal une valeur qui a été déclarée de type int ici, qui est l'intensité lumineuse. Donc le comptage va dépendre de la durée de cette boucle, mais c'est facile de faire ensuite une règle de 3 pour ramener la valeur light à une valeur utilisable. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout difficile de lire ça, mais évidemment cette procédure est bloquante, puisque pendant tout ce temps-là, qui peut devenir relativement important si on veut mesurer quelque chose d'obscur, ça peut faire quelques dixièmes de seconde, mais à calibrer selon chaque application. Alors vous avez un très joli circuit qui n'est pas si cher que ça en fait, qui fait ce travail un petit peu. Il fait une conversion de lumière en fréquence, et selon chaque rectangle correspond à une décade, donc une puissance de 10, vous voyez que ce circuit couvre 6 décades, c'est l'irradiance là en microwatts par centimètre carré,
et vous avez une fréquence qui varie entre une fraction de hertz dans l'obscurité à 1000 kHz, donc 1 MHz, si on atteignait le plein soleil, mais le circuit sature un petit peu avant. Donc on est dans cette zone de travail usuellement, ce qui nous convient bien, mesurer des fréquences entre 1 et 100 kHz. Ça va occuper le processeur, mais comment est-ce qu'on va faire? Ben, j'aimerais faire une boucle de lecture entre 1 et 100 kHz et je vais compter les impulsions pendant 10 millisecondes. Alors si j'ai qu'un kHz, ben, j'aurai que 10 impulsions. Ça me fera une erreur de 10%, mais évidemment qu'à 100 kHz, j'aurai bien assez d'impulsion et bien assez de précision. Alors, pour compter ces 10 millisecondes, ben ça, vous avez vu comment il faut faire. On va utiliser l'instruction milli qui nous permet de connaître le temps et puis dire je regarde un certain instant et puis je mémorise ce temps dans fin milli parce que je vais rajouter les 10 millisecondes et puis ça sera le temps où je devrais arrêter ma mesure. Ensuite, je dois définir la variable height et pour repérer les impulsions, il faut que je définisse deux variables qui sont des copies de l'état d'entrée. J'ai décidé que c'était sur le port B, par exemple, mais de nouveau, là, je n'ai qu'à changer ça pour changer de processeur. Alors, dans ma boucle, je vais, ça c'est un petit programme de test en fait, je décide que fin milli, c'est le temps actuel plus 10 millisecondes. Et maintenant, tant que le temps que je vais mesurer à chaque boucle est inférieur à fin milli, eh bien, il faut que j'observe s'il y a une transition. Donc, on reprend l'état sur la pile, et puis ensuite, on fait la différence entre l'état précédent, l'état actuel, pour déterminer si c'est un flanc descendant. Et chaque fois qu'on a un flanc descendant, eh bien, on incrémente le compteur. Et puis maintenant, il faut, avant de sortir de cette petite boucle, remettre à jour l'état passé en lui donnant la valeur de l'état actuel. Donc l'état actuel devient l'état passé qui sera reconsidéré dans la prochaine boucle. Alors c'est effectivement un raisonnement qui vous a déjà été expliqué, mais qui n'est pas si facile à bien comprendre et maîtriser. Alors, un autre type de capteur de distance, c'est le PSD. Et les capteurs de Sharp sont bien connus et souvent très mal expliqués. Le principe du PSD est très simple. Vous avez un circuit qui est sensible à l'endroit où la lumière va l'atteindre. Donc, vous allez récupérer de ce circuit une tension qui dépend où on a éclairé. Donc ici, vous aurez par exemple la tension de 2 volts, et puis là, vous aurez 4 volts. Et c'est un petit mystère, évidemment, de la technologie, de bien comprendre comment ça se passe. Alors maintenant, avec un petit peu d'optique, vous envoyez un petit faisceau laser, une diode infrarouge bien collimatée. Elle va éclairer un obstacle proche qui va diffuser la lumière dans tous les sens et venir éclairer ce point. Si l'obstacle est plus loin, ben vous avez compris que le spot se déplace, la tension est différente. Vous obtenez une tension qui n'est pas du tout linéaire par rapport à la distance, mais vous n'avez qu'à calibrer. Et évidemment, avec ce système optique, les distances sont relativement étroites, 10 à 80 cm.
les capteurs vous donnent une sortie analogique. Et attention, certains de ces capteurs vous donnent une sortie en tout ou rien, et soit 5 cm, soit 10 cm, ça commute, et c'est assez facile de les confondre avec ceux-là qui vous donnent une valeur de distance et pas simplement un seuil tout ou rien qu'on n'avait pas avec les capteurs précédents qui étaient adéquats pour des distances beaucoup plus courtes. Alors, vous n'êtes pas content des distances jusqu'à 80 cm, ben, vous avez des systèmes qui vont jusqu'à 5 mètres, de 20 mm à 5 mètres, qui balayent sur toute la largeur visible, mais qui coûtent un petit peu cher. Alors là, ça travaille avec le temps de vol de la lumière, hein, le faisceau laser que vous émettez va rebondir sur l'obstacle et revenir, c'est des temps de la nanoseconde, d'où le prix de l'électronique. Alors si vous faites ça avec des sons, eh bien vous avez des capteurs ultrasoniques, vous émettez le son avec un capteur, vous le recevez sur l'autre parce que l'émission perturbe passablement, vous pouvez faire avec un seul capteur. Et puis là, vous mesurez de 2 cm à 5 mètres, mais le prix est beaucoup plus raisonnable. Donc, ce genre de capteur s'utilise beaucoup en robotique. Alors, le principe, vous envoyez une impulsion pour que cette petite électronique, je ne suis même pas sûr s'il y a un processeur là-dessus, envoie un train de 8 impulsions à 40 kHz, c'est ce qui se propage bien avec ces capteurs piézoélectriques, et l'électronique, une bascule, vous indique que on atteint l'écho, hein, ce qui n'est pas dessiné ici, c'est le signal reçu par l'écouteur, où tout à coup vous allez avoir ces 40 impulsions qui reviennent complètement déformées et atténuées, il faut les amplifier et faire basculer un flip-flop pour remettre à zéro cette bascule. Et puis évidemment, bah, si vous êtes trop loin, vous risquez de ne pas avoir ce signal. Et là, ce sera nécessaire de prévoir quelque chose, puisque comment est-ce qu'on va gérer ce signal? Il faut détecter la fin avec précisément. Donc là, on pourrait se débrouiller avec des timers, mais si vous avez un Arduino, il y a une fonction Arduino qui vous facilite le travail, qui s'appelle Pulse-In. Hein, on veut mesurer une impulsion en entrée. On donne le numéro de la pin. On dit si cette impulsion est à 1, comme ici. Et puis, il y a un deuxième appel possible avec un paramètre de plus, où vous pouvez dire, ben, je ne vais pas attendre éternellement si l'impulsion ne vient pas. C'est facile de calculer la durée du son qui rebondit sur 5 mètres. Vous connaissez la vitesse du son. Donc, vous pouvez dire, si je n'ai pas de réponse dans un dixième de seconde, eh bien, je vais quitter cette procédure qui est bloquante. Hein. Ça, c'est le défaut un petit peu de cette gestion simplifiée, mais ce n'est pas évident de faire une gestion plus performante, des capteurs ultrasoniques. Donc ça, c'est un joli petit système à mettre sur un robot et à tester. Alors, vous avez des capteurs qui en fait sont plus faciles à mettre en œuvre à certains points de vue, puisque un accéléromètre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué avec des petites masses suspendues à l'intérieur, mais le fabricant vous fournit 3 sorties analogiques ou bien des sorties SPI caressées. Donc là, il y a plusieurs fabricants qui vous proposent de ces circuits accéléromètres dans une gamme tout à fait utilisable. C'est ce que vous avez dans vos tablettes. La boussole vous permet d'avoir le nord, d'avoir un repère absolu avec des magnétorésistances également
intégrés dans un circuit intégré. Tous ces circuits récents capteurs utilisent des alimentations 3 volts et puis vous les trouvez de plus en plus avec des interfaces I2C qu'on a déjà vues. Un peu plus simple, c'est les capteurs d'environnement. Alors, capteurs d'environnement, vous les mesurez une température, vous avez un petit boîtier transistor qui vous donne une valeur analogique. Vous les mesurez une humidité, vous avez ce genre de petits capteurs. Chaque fois, il faut au moins les 3 fils pour avoir l'alimentation. Là, on a un truc beaucoup plus compliqué à planter dans le sol, qui évidemment est à une échelle différente. Vous voulez mesurer la vitesse et la direction du vent. Achetez ce genre de construction qui est fiable. C'est assez difficile à construire. Vous avez ici un encodeur de rotation. Vous avez ici un autre encodeur, mais avec un point de repère pour savoir où se trouve exactement le nord. Vous voulez mesurer la pluie. Là aussi, pour quelques dizaines de dollars, vous trouvez ce genre de gadget. Donc l'intérêt, c'est de couper le fil et puis de comprendre quel est le protocole utilisé entre ces deux appareils. Donc si vous voulez construire votre station météo, il vous reste naturellement des problèmes d'affichage. Il vous reste problème de stockage de données. On a vu l'utilisation des écarts EEPROM, par exemple. Vous avez des problèmes d'économiser l'énergie, ça sera un système autonome, mais même si c'est du solaire, il faut gérer cette énergie. Vous avez assez facilement des problèmes de communication pour transmettre l'information en temps réel, en plus de la stocker. Et vous avez des problèmes d'environnement, la foudre, qui peut perturber l'exécution du système. Ça ne le détruira pas parce que ce sera naturellement dans une boîte métallique qui protégera, mais il y a des phénomènes assez bizarres qui se produisent quand il y a de la foudre. Si maintenant c'est la domotique qui vous intéresse, vous allez surtout gérer des poussoirs, des contacts, vous aurez des problèmes de câblage, et puis vous aurez aussi des problèmes de gestion d'énergie et naturellement d'affichage et de stockage éventuellement des données. Donc on vient de voir qu'il existe une très grande diversité de capteurs qui sont le plus souvent très simples à gérer parce qu'ils ont des sorties analogiques. Mais si c'est IKRC ou SPI, on utilise des librairies. Et avec ces capteurs, on peut construire un très grand nombre d'applications et répondre ainsi à tous les besoins que l'on peut avoir pour l'industrie, pour les loisirs et pour d'autres applications que je vous laisse imaginer.